Alors bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce soir, mais c'est pas une surprise au vu de la qualité de notre invité qui vient jusqu'à Marseille ce soir, Corinne Sombrin, que l'on remercie. Avant de démarrer la conférence, je vais aborder 2 points rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard ce soir. Le premier, c'est les conférences réveil. Donc c'est une rencontre avec Valérie. Et le premier rendez-vous, on a matché, comme disent les ados. Et on s'est dit, on va créer un cycle de conférences, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conférences à Marseille. Notre idée, c'est de proposer 2 conférences par mois en 2022. Alors les conférences, elles seront sur différentes thématiques. On veut essayer de trouver des axes un petit peu originaux au niveau des thématiques. Donc si je vous dis philosophie et sociologie, c'est pas vraiment original. Mais on a eu, il y a 2 jours, une conférence sur l'histoire qui s'est très bien passée avec Judith Aziza, sur le XVIIe siècle à Marseille, et qui va continuer tous les mois en 2022. On a bien sûr ce soir Corinne Sombrin avec le chamanisme et les neurosciences. Donc c'est quand même un sujet extrêmement intéressant et d'actualité, je dirais. Et pour 2022, je vous donne 2 exemples qu'on va avoir au niveau de la singularité. On va avoir, si je puis me permettre, je ne vais pas demander l'autorisation parce qu'il est dans la salle ce soir, Julien Lestel, qui est un ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui a créé la compagnie Julien Lestel depuis de nombreuses années et qui produit beaucoup d'événements au niveau international. Donc on travaille avec lui à l'heure actuelle sur une soirée qui tournera bien sûr autour de la danse, mais pas que. Mais ça, c'est une surprise. Le dernier intervenant que je peux citer ce soir, qui est aussi assez étonnant, c'est Luc Long. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc c'est l'inventeur du buste de César. Alors inventeur, c'est celui qui a découvert dans le Rhône, près d'Arles, le buste de César. Donc il y a eu polémique. D'ailleurs, il a également découvert 35 épaves dans les Bouches-du-Rhône, enfin dans les Bouches-du-Rhône, dans le bas du Rhône qui arrive dans la mer. Et c'est un archéologue plongeur qui est assez étonnant, un formidable narrateur. Et on a décidé de faire un dialogue avec un invité surprise et de parler bien sûr d'archéologie, mais pas que. Et là encore, c'est une surprise. Voilà, qui sera animé donc par Valérie. Valérie intervient souvent comme conférencière pour parler de philosophie, mais également comme modératrice comme ce soir. Voilà, donc ça c'est la partie conférence réveil qui vient de se mettre en place. Le web c'est conférence au pluriel réveil.com. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est évidemment le déroulement de cette soirée. Donc une conférence qui va durer à peu près 1h15, on va essayer, plus des questions-réponses qui vont également durer entre 15 et 16 minutes. Ensuite, il y a une séance de dédicace dans le Lounge Bar, qui est de l'autre côté, les Réformés. Donc j'ouvre une petite parenthèse. Les Réformés, c'est le restaurant qui est sur le toit. Michel Halimi et Tatiana Halimi, et je n'oublie pas toute la famille Halimi en définitive, qui donc, soit dit en passant, fait une proposition tant au niveau de l'accueil qu'au niveau de sa proposition culinaire excellente. Je vous le conseille vraiment, avec un panoramique assez exceptionnel. Et le Lounge Bar, donc, qui sert d'événementiel et qui aujourd'hui est ouvert à la librairie Maupetit, aux éditeurs Presse Pocket, et Albin Michel. Et Tatiana ouvre le bar ce soir, donc vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de prendre un verre dans le Lounge Bar après la conférence et aussi de regarder cette magnifique église réformée. Pour finir, après cette séance de signature, il y aura pour ceux qui le souhaitent le film Un monde plus grand de Fabienne Berthaud avec Cécile de France, donc qui retrace une partie de la vie de Corinne Sombrin. Voilà. Mais écoutez, je suis ravi que vous soyez aussi nombreux. Je laisse la parole maintenant à Valérie et merci encore Corinne. Merci Jean-Jacques. Je vais bien rajouter simplement le plaisir que vous soyez tous là et le plaisir que vous soyez là, Corinne, pour nous. Alors on va rentrer directement dans la surprise parce qu'on lui a réservé une petite surprise. Comme elle sait nous en réserver de page en page, on a fait un petit peu pareil. On a pensé que ce serait bien, Corinne, qu'on fasse cette rencontre, qu'on vous rencontre à partir d'un cadavre exquis. Voilà, plutôt que de dérouler des questions générales, j'ai pensé que ça serait peut-être bien qu'on mette des petits mots, voilà, dans un petit pot.
et qu'on laisse le hasard, comme il a fait dans votre vie, faire son œuvre. Est-ce que vous voulez bien en choisir un? Alors je lis. Oui, alors si ça ne vous plaît pas, l'idée, vous pouvez faire semblant que j'ai très mal écrit. Vous dites c'est illisible et vous en prenez un autre. Et peut-être il faut que je fasse quelque chose pour que ça Ah, on. voici. Vous me permettez? Ouais, merci. Espace. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est une des choses qui m'a le plus touchée dans la lecture de vos ouvrages, c'est cette capacité, cette force que vous avez à passer d'un espace à un autre. Les plaines de Mongolie, une chambre d'hôpital, un appartement, une salle d'expérimentation à Alberta. Voilà, cette liberté que vous avez de passer d'espace en espace. Je voulais que vous m'en parliez un petit peu. Comment vous traversez ces lieux, quels sont les lieux qui ont été forts pour vous, quels sont ceux qui ont été difficiles de quitter ou de rencontrer. Voilà, quels sont... C'est comme les amis, j'étais contente de les retrouver, contente de les quitter, hein, c'est ça. Voilà. Non, je disais ça parce que j'avais l'impression, en vous disant que c'était pas évident de passer d'une expérience personnelle à, quand vous parlez d'être branché, d'être connecté, d'être... Voilà, quand on vous fait les imageries cérébrales, voilà, c'était un espace qui vous était pas familier au départ, pas du tout. Non, mais que j'ai toujours aimé. Voilà, le travail qu'on fait en neurosciences aujourd'hui est passionnant, et donc j'ai aucune difficulté à passer de l'espace de la Mongolie à celui des neurosciences, parce qu'il permet de mettre, sinon un sens, parce que c'est pas ça qui va expliquer les choses, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas d'essayer d'approcher les phénomènes de transe, les états modifiés de conscience, et c'est passionnant. Et en plus, tous les chercheurs aujourd'hui, les cliniciens, les thérapeutes qu'on a formés apportent chacun une expertise que je n'ai pas et qui est passionnante. Voilà. Donc je passe de cet espace-là à leur espace, à l'espace des neurosciences. Enfin voilà, donc tout ça n'étant qu'un grand espace. J'ai l'impression. Alors je veux bien que vous en preniez une autre. Ah oui, d'accord. Avec plaisir. Alors. Accueillir l'altérité. Mais qu'est-ce que c'est ces questions? J'ai mis, il y a petit trou du cul hein, aussi. Hein, ah bon, ça me trouve bien alors. Accueillir l'altérité. Ouais. Eh bien, je sais pas quoi répondre. Vous dites que ça a été compliqué au début de vous découvrir dans la transe, de pas se reconnaître, d'accepter de faire des choses qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on les fait. D'accord. C'est cette altérité-là que je voulais dire, cette façon d'être. Oui, c'est l'autre jeu. Le jeu est un autre, comme dirait Rimbaud. Donc, oui, ça a été surprenant. Quand on vit une transe, on sait aujourd'hui que c'est un état dissociatif léger. C'est-à-dire qu'on se met à faire quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire, ce qu'on fait naturellement dans la vie. Hein. Quand vous conduisez, par exemple, vous conduisez, puis en même temps, vous réfléchissez à autre chose, puis à un moment, vous vous dites « Ah ben tiens, la voiture, elle est arrivée toute seule ». Voilà. Donc c'est déjà un phénomène dissociatif. Quand je parle avec mes mains, c'est aussi... Je ne décide pas de ce que font mes mains, elles font quelque chose qu'elles font toutes seules. Donc ça fait partie des phénomènes dissociatifs légers. Hein. Et donc la transe, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se met à faire quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. Voilà. Et ça, c'est surprenant au départ, parce que ça peut faire peur, déjà, pour ceux qui l'expérimentent pour la première fois. Et une fois qu'on a compris, qu'on a laissé cette part de notre intelligence exprimer ce qu'elle a exprimé, ça devient très très amusant. Cette altérité, c'est aussi l'impression qu'on a dans votre rapport aux choses, qu'il n'y a pas de séparation absolue entre une plante, un animal, un homme. C'est aussi ça que j'entendais par altérité. Vous avez un regard très particulier là-dessus. Alors, on va
continuer à parler de la transe. Alors, hein, la transe a deux grandes fonctions qu'on a pu observer jusqu'à présent, et pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous le savez, c'est la transformation. Donc la transformation de processus internes, la transformation du vécu de soi-même, la transformation de l'identité, la transformation de plein de choses, et l'interaction, bien sûr. Et donc l'interaction, c'est la capacité à être ouvert à son environnement, c'est la base de la spiritualité, qui fait que tout d'un coup, on s'ouvre à des états transcendantaux qui vont nous permettre de nous relier, dans le sens de religion et dans le sens latin, de religere, de nous relier à notre environnement de façon beaucoup plus intime et de façon beaucoup plus forte. Alors, si on veut apporter des toutes petites explications avec les neurosciences, c'est qu'on sait aujourd'hui, avec les études qu'on a faites avec les chercheurs, c'est que pendant ces états de transe, il y a une légère inhibition du cortex préfrontal, qui est justement la notion d'individu, de jeu, qui constitue et qui est vraiment impliqué, hein, c'est pas lui qui fait tout, mais qui est impliqué dans cette notion. Donc avec cette légère inhibition du cortex préfrontal et aussi un shift de prédominance de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, on va dire très très grossièrement, c'est plutôt le langage, et l'hémisphère droit, ça sera plutôt les perceptions, les intuitions. Tout d'un coup, ce qu'on avait dans notre état de conscience ordinaire, qui est une perception de jeu bien particulière, tout d'un coup elle s'ouvre. Et par cette diminution du contrôle habituel, on a l'impression d'être mieux connecté, mieux ouvert à notre environnement. Mais ça, on l'a quand on se balade en forêt, par exemple, où tout d'un coup on marche, quand on se balade en montagne. On marche, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se transforme en nous, et on passe d'un mode de conscience ordinaire à un mode de conscience, on va dire, modifié, c'est ce qui serait non ordinaire. Et donc, on passe dans cette notion de tout s'agrandit autour de nous, et on est connecté. Voilà. Donc la transe va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce phénomène. Aujourd'hui, on peut, avec la transe auto-induite, se mettre devant un arbre et décider une transe et dire qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre. Voilà. Et ça, c'est magnifique parce que tout d'un coup, on réalise à quel point la collaboration est importante, à quel point tout autour de nous, que ce soit des humains, tout le vivant en fait, peut nous apprendre quelque chose, parce que tout d'un coup, tout simplement, ce ne sera pas une connaissance intellectuelle, elle va venir après, mais c'est un ressenti qu'on aura qui est différent et qui va devenir une connaissance intellectuelle après, puisqu'on aura expérimenté physiquement, on aura expérimenté quelque chose d'un peu différent que ce avec quoi on a vécu cette transe a bien voulu nous apprendre, et c'est très beau. Voilà. Merci. Ah oui, encore. Sinon, je peux piocher à votre place. Bon, elles sont pas mal ces questions finalement. Vous les avez pas toutes vues encore. Alors, l'obscur est un chemin, la lumière est un lieu. Dylan Thomas. Non. Vous en parlez beaucoup de l'obscur, de ce passage dans le monde des esprits. Et je me suis dit, c'est important cette obscurité parce qu'elle fait peur, elle nous fait peur, nous. Moi, je vous trouve courageuse, Corinne. Non, pas moi. Moi, je suis super trouillarde en fait. Ah ouais, voilà, ouais. Vous le savez, vous l'avez vu pour ceux qui ont lu les livres, vous savez que. Voilà. Mais j'y allais quand même. Oui, j'y vais quand même parce que j'ai pas le choix, donc j'y vais. Mais alors l'obscurité, justement, en Mongolie, on ne parle pas d'obscurité, on parle de monde noir, par exemple. Donc en opposition au monde éclairé, qui est éclairé par le soleil, tout simplement. Donc pour eux, dans la tradition, lorsqu'on meurt, on va, l'âme, il y en a 3 chez les Mongols, elles vont dans ce qu'ils appellent le monde noir. Voilà. Et c'est l'endroit où se rend le chaman pour discuter avec les âmes et les esprits. C'est tout. Alors, jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à l'introduction du bouddhisme en Mongolie, les Mongols ne parlaient pas de réincarnation. Ça n'existait pas chez eux. Donc les âmes partaient dans le monde noir pour l'éternité. Avec l'influence du bouddhisme au XVIe siècle, ils ont commencé à être influencés et à parler de réincarnation. Donc pour eux, aujourd'hui, il y a une possibilité de réincarnation dans les 3 à 5 ans, dans la même lignée familiale, en fait. Voilà. Et pour
pour eux, il y a donc la possibilité de discuter, d'aller en contact avec... Alors, les esprits, les âmes, tout ça est assez complexe dans la tradition mongole. Il y a beaucoup de choses qui veulent dire la même chose, qui sont différentes. Donc, c'était difficile de se faire une idée. Mais en gros, pour vous... Voilà, il y aurait chaque vivant, chaque être vivant. Donc, ce qui est vivant, c'est un caillou aussi. Hein. Tout ça est vivant. Donc, tout ça a une âme. Donc pour eux, il faut respecter chaque vivant parce que chaque vivant a une âme. Par exemple, quand ils boivent dans un bol qui est en bois, dans la tradition, quand ce bol était fêlé ou cassé, on ne buvait plus dans ce bol parce qu'il avait perdu son âme et qu'on ne boit pas dans un objet qui est mort. Voilà, pour eux, il était mort. Entre l'âme et l'esprit, pour vous donner une idée, les esprits, ce serait l'esprit de la montagne, l'esprit de la forêt, l'esprit de l'eau. Et dans une forêt, par exemple, chaque arbre aurait une âme. Et l'esprit serait un peu le surveillant de cette forêt. À tel point que quand on a chez soi du bois de cette forêt, si on manque de respect à ce bois, ça va énerver l'esprit de la forêt dont ce bois est issu. Voilà. Et donc là, vous allez avoir des problèmes. Donc les esprits vont vous faire savoir, l'esprit de la forêt va vous faire savoir qu'il n'est pas content parce que vous n'avez pas respecté le bois dont il est le gardien, en quelque sorte. Donc dans la cosmogonie mongole, à l'origine, c'est Tengger, le dieu du ciel, qui est à l'origine de tout. Voilà. Et donc il a fécondé la terre au travers grâce à la pluie et à la neige, et la terre, elle, a donné naissance à la vie. Mais il y a dans cet organisme-là, il y a les esprits qui sont les gardiens du maintien de l'harmonie dans ce monde-là. Donc moi, ce qui m'avait le plus étonné en Mongolie, c'était ce rapport à l'invisible, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient jamais une décision sans avoir demandé à ce monde des esprits. Voilà. Qui était invisible, donc pour moi qui n'existait pas bien sûr en mode occidental. Alors je disais, mais pourquoi ils demandent toujours leur avis aux esprits avant de prendre une décision? Parce que nous en Occident, qu'est-ce qu'on dit? On dit je suis le maître de mon destin. Hein. Donc c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui truc. Voilà. Et là-bas non. Alors il m'expliquait que justement ces esprits avaient accès à une dimension bien plus grande que celle à laquelle l'humain pouvait avoir accès, et que donc si on voulait prendre des décisions dont on pouvait voir les conséquences, c'est les esprits qui pouvaient nous donner les indications. L'humain, il ne voyait pas les conséquences de ses actes. En revanche, le monde des esprits, oui. Alors après, qu'est-ce que c'était que ce monde des esprits? Comment ils avaient accès à ça? La réponse, c'était c'est grâce à la transe. Voilà. Donc il y a deux façons d'accéder au monde des esprits dans leur tradition. Il y a l'intuition, qui, pour ceux qui n'ont pas les capacités dites chamaniques, serait le langage qu'utilisent les esprits pour vous prévenir d'un danger. Donc quand on se dit, on sait très bien, notre intuition, elle nous dit plein de choses, hein, mais en général, on ne lui fait pas confiance, on ne va pas l'écouter. Voilà. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si on n'écoute pas son intuition, c'est là que les problèmes arrivent. Voilà. Et donc les problèmes arrivent comment chez eux? Ce sont les esprits qui viennent taper à votre porte avec les problèmes parce que justement vous n'avez pas respecté quelque chose. Et le mot respect est vraiment au centre de tous les problèmes. Voilà. Donc ça part de là. Toujours un manque de respect à l'origine. Donc c'est un manque de respect pour ses esprits, un manque de respect pour les rituels, un manque de respect pour sa nourriture, un manque de respect pour son troupeau, un manque de respect pour soi-même. C'est toujours ça l'origine des problèmes qui va créer ce qu'ils appellent un busard, une souillure. Et ce busard, non seulement on va l'attraper si on ne respecte pas tout ce système, mais on va le transmettre. Je cite toujours cet exemple des abattoirs ici, dans lesquels les animaux sont maltraités. La viande qu'on va manger, qui est tuée dans un abattoir et que l'animal va être maltraité, non seulement ce busard va venir se manifester chez la personne qui fait l'acte de torture de l'animal,
mais elle va se transmettre à la personne qui va manger la viande aussi. Comme Corinne, vous racontiez cette histoire avec l'or volé des vallées. Oui, dans la diagonale de la joie. Oui, oui. Donc, l'or, pour eux on ne doit pas ouvrir la terre. Donc les mines, c'est pour eux quelque chose dans les esprits de la steppe. Je raconte le rapport de Inktuya, le chaman, où au départ, quand il faisait un trou dans la terre, juste pour installer le tipi dans lequel ils vivent, on appelle ça ourts là-bas, il rebouchait les trous. Chaque fois qu'il changeait de place de tipi, il rebouchait les trous avec un rituel particulier. Donc il y avait un respect de la terre. Et alors la première fois que à l'époque communiste, on leur a demandé de faire des cultures, en Mongolie, pour eux, le fait d'ouvrir la terre, c'était monstrueux. Donc pour eux, c'était vraiment un grave affront qu'on faisait à la terre. Et donc forcément, ça allait énerver les esprits de la terre, ça allait énerver parce que c'était pas du tout respectueux. Voilà. Mais seulement l'époque communiste jusqu'aux années 90 en Mongolie impliquait qu'il fallait rentabiliser la terre. Ils avaient décidé qu'il fallait cultiver. Voilà, donc je raconte. C'est troublant ce que vous dites, parce qu'on pense aussi à cet exemple, cette expérience encore très particulière que vous faites sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, où on se dit qu'il reste des âmes blessées. Les terres ont été labourées par les obus, par la violence. C'est similaire, Corinne, vous pouvez nous en parler un petit peu de cette expérience que vous avez partagée là-bas? Donc là, on saute en 2015 ou 16, 17, je ne sais plus. Donc c'est un travail avec une artiste qui est Léa Lebricomte et qui travaille sur les mémoires des lieux de guerre. Voilà. Et donc elle m'a proposé de venir vivre des trans dans différents lieux à Verdun, voilà, ce que je raconte dans la diagonale de la joie. Et en arrivant, on a commencé par le fort de Douaumont, pour ceux qui connaissent Verdun. Et en arrivant, il y a encore des trous d'obus, mais simplement ils sont recouverts d'herbe aujourd'hui. Et je me disais que j'allais plus trouver des champignons là-dedans que des esprits, et que je voyais pas, ça fait 100 ans quand même, je voyais pas ce qu'il pouvait y avoir comme mémoire. Il y a eu tellement de touristes qui sont passés là, je voyais pas du tout. Bon, elle me dit installe-toi là, et ça c'était assez filmé. Pour une exposition qui a eu lieu à Metz et à Paris. Et elle m'a dit installe-toi dans ce trou d'obus là, et voilà. Et là je commence la transe. Et la première chose qui vient, c'est un sifflement d'un chant que je connais pas, mais qui ressemble à un chant militaire. Et Léa, qui est spécialisée dans l'époque de la guerre de 14, de la Grande Guerre, elle reconnaît ce chant, et qui est un sifflement. Et face à moi, je vois, bien sûr il n'est pas là, c'est dans l'invisible, je vois un jeune homme tout jeune qui est en train de mourir. Il a une blessure à la jambe, et c'est lui qui siffle en fait, c'est lui qui siffle ça. Et dans ce vécu de la transe, je ressens, mais comme je ne l'ai jamais ressenti de ma vie, c'est en ça que l'autre nous apprend beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre? C'est ça. C'est que je ressens, tel que je ne l'ai jamais vécu, l'absurdité de la situation. Et il va mourir, et il siffle ce chant, et je me mets à vivre les trans, à discuter avec lui, à chanter pour lui, à chanter à sa place, en ressentant cette absurdité, et on le voit bien sur le film. Et au bout d'un moment, on ressent, pour ceux qui ont vécu des trans, à la fin d'une transe, on ressent toujours un apaisement, on sent qu'il y a quelque chose qui est fait, qui est terminé. Le travail du moment est terminé, et à ce moment-là, il disparaît. Voilà. Et donc il y a eu plusieurs lieux comme ça à Verdun, dont un autre avec une autre présence qui était beaucoup plus agressive, avec laquelle on fait face avec la transe, et la transe nous dit quoi faire comme geste, comme son, qui font que la présence, on ne va pas la détruire. L'idée derrière ça, c'est de transformer ce qu'elle porte. Parce qu'en Mongolie, on dit ça aussi, c'est qu'il n'y a aucune entité qui est vraiment négative, elle porte l'intention de celui qui a posé cette intention sur cette entité. Et donc, il y a toujours le moyen de transformer
ces fréquences en quelque sorte, au travers du travail qu'on va faire avec la transe, de transformer ces fréquences et jusqu'à ce qu'à un moment, ça disparaît. Voilà. Ça disparaît, Corinne, parce que ça devient harmonieux, ça devient en paix. C'est ça, c'est une sensation d'apaisement, de paix, que ça y est. Et puis on sent vraiment que ça se transforme. Je vous pose cette question parce que je pense à tous les travaux que vous avez engagés et qui aboutissent, et on s'en réjouit tous, à des formations sur Paris 8, à une visibilité très grande de transscience, à des travaux dans le monde entier. Mais je me dis, le corps, Corinne, est-ce que c'est pareil? Cette douleur qui émane de la terre, est-ce qu'on peut penser que nos corps réagissent ainsi? Parce que vous dites que dans l'état de transe, on sort de la douleur. Vous avez... Alors on ne sort pas de la douleur, on la ressent moins. On la ressent moins. Mais en même temps, on sait qu'elle existe beaucoup plus. On la perçoit mieux. Elle nous fait moins mal, mais on la perçoit beaucoup mieux. Hein, voilà. Donc la douleur, on la ressent mieux, comme la joie, comme la beauté, on la ressent mieux. Tout est amplifié en fait. Voilà. Et simplement, le vécu est moins douloureux quand c'est de la douleur. Donc il y a une espèce de valeur absolue des émotions qui font qu'on les traverse mieux. C'est le travail qu'on fait aujourd'hui dans les débuts d'études cliniques et de cas en psychiatrie, où on se rend compte que la traversée des traumas est possible et mieux possible avec la transe, parce que justement la force, qu'elle soit physique ou psychique, est diminuée et augmentée, et la perception de la douleur est diminuée. Voilà. Donc on a commencé un protocole au CHU de Liège pour démontrer ça, justement, parce que est-ce que c'est un ressenti qu'on a, ou est-ce que objectivement la douleur est diminuée, la force est augmentée. Donc on a commencé un protocole avec plusieurs transeurs, des gens qui vivent des transes auto-induites par la volonté, donc qu'on a formé. Et voilà, donc là maintenant, grâce au travail qu'on a fait, la mise en place de cette méthode pour, accéder à la transe avec des sons, et 2, apprendre à l'auto-induire, c'est-à-dire à l'induire par la volonté, on peut former autant de gens qu'on veut, et puis on a des cohortes maintenant à disposition qui permettent d'avancer dans les neurosciences et qui vont permettre d'avoir des réponses à ces phénomènes qu'on connaît très très peu, hein, bien sûr. Voilà. C'est ça, le paradoxe aussi est là, ce sont des phénomènes qu'on connaît très très peu, et en même temps, je me souviens, voilà, vous parliez des sages-femmes, de la similitude entre l'accouchement et la transe, où une sage-femme, un jour, vous racontiez cette anecdote, était surprise de vous entendre décrire la transe, et vous disiez, mais moi j'ai des femmes qui accouchent, qui se comportent comme vous le dites. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais qu'on ne voyait pas, peut-être. Exactement. Elle a vu des vidéos où elle entend les sons de transe, et elle dit, mais les femmes, quand elles accouchent, c'est évidemment une transe, sinon elles ne supporteraient pas. Donc ce sont des états de transe naturels. Dans les situations d'urgence aussi, par quoi on définit l'état de transe? Par plus de force, un ressenti diminué de la douleur, une perception du temps qui est modifiée, l'accès à des informations auxquelles on a peu accès dans un état de conscience, ce phénomène de dissociation dont on a parlé. Donc sur ces caractéristiques-là, ce sont les caractéristiques qu'on vit dans les situations d'urgence. Qui un jour n'a pas eu pendant une situation d'urgence beaucoup plus de force que ce qu'il pensait avoir. Des gens qui disent j'ai eu un accident, il y a mon bébé qui était là, j'ai réussi à soulever la voiture, je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, c'est tout simplement que dans un état de conscience ordinaire, le cerveau est trop lent pour réagir à une situation, donc il va basculer dans un état qui ressemble à celui de transe. Donc si on veut faire juste un point sur les états de conscience en général, il faut bien savoir que nos états de conscience changent en permanence. C'est-à-dire du moment où j'ai un fou rire, au moment où je suis concentré sur une tâche intellectuelle, le cerveau va adapter son état de conscience à la situation à laquelle on doit faire face et pour laquelle on doit être le plus performant. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les états de conscience ordinaires, en fait, sont les états de conscience auxquels on fait appel le plus souvent dans notre vie ordinaire. Et les qu'on appelle les états modifiés de conscience, les non ordinaires, sont les plus rares, ceux auxquels on fait peu appel. Mais en fait, ils sont déjà tous là dans nos capacités cérébrales. Donc, c'est vraiment le cerveau qui va adapter son état de conscience en fonction des besoins qu'on va avoir.
Notre conscience est faite pour ça, pour la vie, pour s'adapter. C'est peut-être nos habitudes alors qui nous mettent dans des états de conscience similaires et répétés. C'est pas notre train-train, notre manière de vivre qui fait que on n'imaginait pas possible cette diversité d'états de conscience. Ben oui, c'est qu'on formate notre cerveau au fur et à mesure de bébé jusqu'à aujourd'hui. On a formaté notre cerveau et il faut bien penser que le cerveau, les états de conscience, ce qu'on appelle aujourd'hui un état de conscience modifié, donc non ordinaire, était probablement l'état de conscience ordinaire des hommes préhistoriques, où la nécessité d'être beaucoup plus en lien avec la nature, beaucoup plus attentif, perceptif, intuitif, fait qu'ils ont développé, eux, leur intelligence perceptive, intuitive, et qu'ils ont moins développé leur intelligence analytique, qui est venue petit à petit avec la mise en place du cortex préfrontal. Et, enfin, il était là, le cortex préfrontal, mais simplement il s'est épaissi au fur et à mesure de l'évolution, voilà, qui fait que on était de plus en plus capable de pouvoir travailler dans l'abstraction et de se consacrer à des tâches intellectuelles et de se concentrer sur des tâches intellectuelles. Ah, allez, un petit papier que je ne vais pas savoir répondre encore. Oh ben oui, je vois ça depuis le début. Alors, notre fragilité est ce qui nous rend uniques. Oui. Ben oui. C'est dur à assumer cette fragilité. De dépendre, d'oser s'exposer comme vous le faites, de rencontrer des personnes qui sont dans cette vulnérabilité et qui l'assument. Et c'est quelque chose auquel je trouve nos sociétés ne sont plus habituées, de prendre soin de cette vulnérabilité, de l'écouter et d'accepter cette fragilité dont nous sommes faits en fait. Oui. Et je trouve que toute votre démarche, c'est aussi aller vers ces gens qui sont fragilisés. Je vous parlais beaucoup des femmes qui ont subi des traumatismes. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette manière nouvelle d'aborder leur fragilité. Et non pas, d'essayer systématiquement de la cacher, de la dépasser. Je comprends. C'est ça qui m'a touchée dans vos travaux. C'est cet accueil de la fragilité. Voilà. Alors ça, c'est le travail qu'on fait justement avec des patients. Ce sont les psychiatres et les psychologues qu'on a formés qui s'occupent de ces gens-là, bien sûr. Donc on se rend compte que la transe, au rythme de chacun, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin que ce qu'on est prêt à explorer. Au rythme de chacun, la transe va permettre d'aller justement gratouiller là où il y a eu des traumas, là où il y a eu des difficultés, là où il y a eu des choses qui font souffrir. Et la transe, particulièrement, va nous emmener dans ces chemins-là. C'est qu'on va revivre des traumas. Là, on va faire un protocole. Au mois de mars, on commence avec une cohorte de pompiers et urgentistes qui ont vécu des scènes traumatiques. Qui pensaient, parce qu'on a commencé à former quelques sujets pompiers, qui pensaient avoir travaillé ces scènes traumatiques en thérapie, et au travers de leurs différentes transes, à un moment, l'un d'eux, qui est le colonel Régis Deza, l'un d'eux dit j'ai revécu les pires scènes que j'ai pu vivre en tant que pompier, et c'est sorti et c'est revenu. Je pensais vraiment que c'était traité, et il m'a dit mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment l'impression que là, ça a été traité à un endroit où aucune thérapie n'a pu accéder. Ce qui ne veut pas dire que la thérapie n'est pas importante, elle était importante, bien sûr, parce que s'il a pu vivre ça, c'est qu'il avait travaillé et fait ce travail thérapeutique, c'est super important. En revanche, la transe est allée chercher encore quelque chose à un autre niveau, qui lui a permis de transformer, là aussi, de transformer ce trauma. Et au regard de ça, et au regard aussi de ce qu'il a pu vivre avec la transe au niveau du traitement de la situation d'urgence, il a dit il faut absolument qu'on mette en place des protocoles avec les pompiers urgentistes. Il a réussi à le faire, et donc on va commencer avec une cohorte, deux cohortes en fait, de pompiers urgentistes qui vont être formés à la transe, avec un groupe contrôle qui sera pas formé, et pour voir
comment ça va traiter les syndromes de stress post-traumatique, et 2, est-ce que ça va être pertinent et est-ce que ça va avoir un bénéfice dans le traitement de la situation d'urgence. Voilà. Donc on aura la réponse dans 1 an, 1 an et demi, mais ils vont être suivis pour voir si ça a un bénéfice ou pas. Voilà. Je trouve que c'est intéressant, c'est une autre manière d'aborder ces fragilités. On est, je ne sais pas ce que vous en pensez Corinne, mais souvent dans une démarche de contrôle, maîtriser les choses. Là, vous ne nous parlez pas de maîtrise ou de contrôle, pas du tout. Non, là on accepte, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix avec la transe, c'est-à-dire qu'elle nous y emmène. Elle nous emmène dans ces trucs qu'on n'a pas voulu voir, et notre culture intellectuelle, notre analyse analytique nous dit il ne faut pas souffrir, il ne faut pas affronter les choses, il ne faut pas faire face, il faut les mettre bien là-dessous, et forcément à un moment elle nous explose à la figure. Voilà. Donc avec la transe, c'est très impressionnant, parce que par exemple les psychiatres avec qui on travaille ont eu très très peur au début, parce que pour l'instant on leur dit il ne faut pas faire décompenser la personne. Si on l'emmène encore plus loin dans ses traumas, enfin si la transe les emmène plus loin dans les traumas, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va les faire décompenser, et c'est pas le but. Voilà. Et c'est une vraie question, c'est une vraie question que se posent les psychiatres, c'est-à-dire que jusqu'à présent on a travaillé avec deux cas d'études sur ce qu'on appelle les crises non épileptiques psychogènes, dont un pôle est à l'hôpital de la Timone, dans le service du professeur Bartholomé, et c'est le professeur Agnès Trébuchon et Marie Arthuis qui font partie de l'équipe, qui sont formés et qui ont mis ça en place. Donc de voir comment, si on apprend, c'est juste un début, c'est un test pilote, c'est pas encore officialisé, enfin c'est officialisé mais en tant que test pilote, c'est pas encore ouvert à tout le monde. Si on apprend la transe à une personne qui vit ce qu'on appelle des crises non épileptiques psychogènes, quelque chose qui ressemble à de l'épilepsie mais qui n'en est pas avec les tracés EEG, mais en revanche qui ressemble à des crises qui sont très très handicapantes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, parce que tout d'un coup la personne elle peut se mettre à se rouler par terre, à hurler, à faire des cris, à faire des trucs. Et parce qu'on a formé ces professionnels de santé, ces cliniciens, parce qu'on les a formés à la transe auto-induite, ils ont pu repérer chez leurs patients, chez certains de leurs patients, des comportements qui ressemblaient à ce qu'eux vivent en transe. Et là, ils se sont dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas repéré. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme pathologique, en fait, peut-être qu'ils vivent des trans spontanées, qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas maîtrisées, qui leur font peur, parce qu'on en a peur nous aussi, et peut-être que c'est un processus de réparation. Mais ça, on ne le savait pas. Voilà. Donc ils ont choisi, donc il y a 2 cas comme ça, un à Genève en Suisse, ben oui vous savez, et un à la Timone, donc des patients pilotes qui ont accepté de faire l'expérience, qui ont été formés à la transe et qui savent l'auto-induire, et qui fait que petit à petit, parce que la question c'est si on les forme à la transe, est-ce que le cerveau va petit à petit arriver à contrôler ces crises et à les transformer en quelque chose de vraiment thérapeutique? On ne savait pas, voilà. Et donc ces personnes ont commencé à vivre les trans. La première chose, c'était de leur apprendre déjà à déclencher et à arrêter, puisqu'elles ne le contrôlent pas, et leur montrer qu'il était possible de le déclencher et de l'arrêter. Comme les processus qu'on fait avec la trans, quand on apprend la trans aux gens, on leur apprend d'abord à savoir le déclencher, à savoir l'arrêter, parce que voilà, c'est quand même utile. Alors voilà, on a utilisé le même protocole avec les patients, sous le regard des psychiatres et psychologues et psychothérapeutes. Et en quelques semaines, elle était capable, celle de Genève, en 2 jours, elle était capable de déclencher et d'arrêter la crise. Et au bout d'un mois et demi, les deux n'ont plus de CNEP. Aujourd'hui, elles n'ont plus de CNEP. Voilà. Non seulement elles n'ont plus de CNEP, mais elles vivent des trans, et que dans leur trans, elles arrivent à retraverser les traumas, elles arrivent à transformer les traumas, toujours avec le psychiatre et le psychologue qui les suivent pour continuer la thérapie. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont vécu des traumas complexes, c'est pas simple, c'est pour ça qu'il faut que ce soit suivi de très près par des professionnels de santé. Donc c'est très très prometteur, c'est pas 2 cas d'études qui vont nous permettre de dire qu'on a trouvé quelque chose, c'est sûr, c'est prometteur, il y a quelque chose qui s'est passé,
Et on va faire une conférence le 1er avril au Grand Rex à Paris, avec tous ces cliniciens, ces thérapeutes et chercheurs, et même certains de ces patients qui vont venir témoigner du changement de vie qu'ils ont eu depuis qu'ils vivent les trans, particulièrement dans les CNEP. En psychiatrie, on n'a pas testé autre chose encore. On ne sait pas du tout s'il sera pertinent d'apprendre la transe à des gens qui sont schizophrènes, à des gens qui sont bipolaires. On n'en sait rien du tout. On est vraiment dans le rien, dans la découverte. Voilà. Donc après, ce sont les psychiatres qui décideront et les psychologues qui décideront s'ils ont envie de tenter l'expérience avec leurs patients ou pas, ou si pour eux c'est pas pertinent du tout. Donc petit à petit on découvrira là où c'est intéressant et là où c'est carrément contre-indiqué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester très prudent avec tout ça. Oui, une prudence qu'on n'a peut-être pas l'habitude, nous, de voir de l'extérieur, qui sommes non scientifiques. Pour nous, la science, c'est la vérité, les choses posées. On n'a pas cette image du bricolage, mais c'est ça en fait. Ce sont expérience après expérience, après voilà. Oui, ce qu'on va petit à petit, Corinne, il faut être patient. Parce que il faut être très patient. Oui. Donc ça fait 20 ans maintenant. On a un peu envie de recettes miracles, nous aussi, de notre côté. Oui. Le public, on se dit, ah, mais super, ça marche. Non. Mais la transe, c'est pas un truc marrant, parce que justement, ça va chercher là où on n'a pas envie que ça aille chercher. Donc ça, on n'y coupe pas. Alors, chacun a son rythme, bien sûr, mais on n'y coupe pas. Donc c'est pas marrant. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de prendre en charge, parce qu'aujourd'hui il faut que ce soit facile, rapide, qu'on zappe vite, que voilà. Et là c'est une vraie remise en question, c'est un vrai travail de fond, c'est un vrai truc qui est bouleversant, qui remet en cause plein de choses et qui va gratter toutes nos certitudes. Moi ça m'a c'était chiant, voilà, c'était chiant. Oui, parce que tout d'un coup... avec nos illusions et nos certitudes. Mais oui, et puis tout d'un coup, il faut te remettre en question jusqu'à son identité, où tout d'un coup, t'es plus celui que tu croyais que tu étais. Et en tout cas, celui qu'on a l'habitude d'être. Tout d'un coup, on est autre chose. On est, pour ceux qui vivent des transformations, on est un escargot, une limace, un truc, et il se dit, tiens, c'est qui ça ? C'est toi aussi, c'est toi. Donc ça fait du bien, mais c'est vraiment un bouleversement. En fait, je sais pas y répondre, mais vous savez bien m'expliquer. Alors, la minute perceptuelle. Alors, la minute perceptuelle, c'est des petites pastilles que j'ai mises dans la diagonale de la joie. Bien particulière. Voilà, et qui sont des pastilles d'auteurs, d'artistes, de scientifiques qui parlent en fait de la transe et qui montrent, mais sans parler de la transe en fait. Quand Duras dit quand j'écris, je vais dans ce périmètre où je ne suis plus personne. Quand Rimbaud parle de ce jeu est un autre, où il dit que pour que le poète doit se faire voyant par un immense, grand et raisonné dérèglement de tous les sens. C'est génial ça. Voilà. Donc il a écrit ça dans la lettre du voyant, où justement c'est une tentative de réflexion sur la création, le processus de création. Et quand il parle de ça, il parle tout à fait de ce qu'on vit pendant les trans, c'est-à-dire c'est un immense, grand dérèglement, mais raisonné, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de la folie, il parle de quelque chose qui est quand même raisonné, qui est contrôlé par le mental, des règlements de tous les sens. Et c'est vraiment le vécu de l'état de création, bien sûr, pour les artistes, et de tout ce qu'on vit quand on vit des hobbies, tout ce que vous avez pu vivre déjà, c'est déjà ça. Voilà, donc dans ces minutes perceptuelles, y a Victor Hugo, il y a La Bouche d'ombre, où il dit tout parle autour de nous. Pourquoi tout parle ? Voilà. Et il est magnifique ce poème, évidemment, je ne le connais pas par cœur, mais tout parle autour de moi. Pourquoi tout parle ? Parce que tout est vivant. Voilà. Et c'est magnifique, c'est vraiment, il parle de toutes ces expériences qui sont humaines tout simplement, qui sont des expériences de ces intelligences, de nos ressources, d'humains qu'on a bâillonnés aujourd'hui par le surdéveloppement de l'intelligence analytique
et qui nous joue bien des tours aujourd'hui, parce que c'est cette intelligence perceptuelle, cette intelligence intuitive qu'on redécouvre, qu'on vit au travers des états modifiés de conscience, qui va nous permettre de comprendre les conséquences et de prévoir les conséquences de nos actes, de ce qu'a décidé la pensée analytique, là, celle-là, qui est indispensable aussi. Mais si l'une ou l'autre sont toutes seules et pas équilibrées, ben forcément, ça nous emmène dans quelque chose qui est déséquilibré. Voilà. Je sais pas, je peux citer Lévi-Strauss qui parle de la pensée cultivée, la pensée sauvage, sont les deux maillons indispensables à l'humain. C'est vrai, Corinne, que je pense à Van Gogh, je pense à Antonin Artaud, Camille Claudel, tous ces gens qui faisaient le choix de se sortir de la société, de ses règles pour trouver un espace. Alors parfois c'était l'asile, et en lisant vos minutes perceptuelles, je me suis rendu compte qu'asile, ça voulait dire les deux choses. Je n'avais jamais remarqué en fait. Le lieu des fous et le refuge en fait. Et je me suis dit c'était des havres de paix pour eux. C'était le seul lieu pour développer cette créativité et ces choses étranges dont ils parlaient, sur lesquelles on met peut-être plus facilement maintenant un nom. Voilà, qu'on reconnaît, bien sûr, mais qui sont absolument naturels et qui sont juste l'expression de nos intelligences. Voilà. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, la créativité. Oui. Combiner des éléments bruts, vous travaillez avec des jeunes étudiants des beaux-arts, enfin, c'est une promesse de créativité nouvelle aussi, la trance, non ? Alors, les états modifiés de conscience, ils le vivent de toute façon, puisque c'est le principe du processus créatif. En revanche, arriver à déclencher la transe à volonté, ce qu'on leur apprend à faire, c'est de ne pas attendre que l'inspiration arrive. C'est ça l'inspiration. Hein. C'est cet état où justement on est en lien totalement avec l'inspiration, avec les muses, avec tout ça. C'est la même chose. Hein. C'est ça. Et donc, on leur apprend à pouvoir le déclencher pour accéder à l'état à volonté. C'est pas pour ça qu'ils seront géniaux. On leur dit, en revanche, l'état de transe va leur permettre d'explorer des sensations, des perceptions qui sont nouvelles pour eux, que ce soit dans les transformations en animaux, en personnages, en cailloux, ou dans l'exploration visuelle qu'ils peuvent avoir. C'est une palette qui va être enrichie pour eux. Et à partir de cette palette, ils vont pouvoir, après, il est hors de question de vivre une transe et de la livrer brute comme ça. C'est-à-dire qu'après, ils auront un travail à faire pour transformer cette matière. Voilà. Donc on leur dit, la transe va vous permettre d'accéder à un monde plus grand. En revanche, il va falloir le transformer, oui, bien sûr. Et donc c'est là le travail de l'artiste après, et qui fait son individualité, qui fait sa singularité. C'est par la transformation de ça. Et donc le travail qu'on a fait avec les étudiants des Beaux-Arts de Paris leur permet aujourd'hui d'explorer. Par exemple, quand ils vont faire une performance, on les invite, au travers de la transe, à leur demander au lieu qu'est-ce qu'il veut bien vous apprendre. Mettez-vous en interaction avec le lieu, mettez-vous en interaction avec le public, demandez qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre avant d'arriver sur scène, de faire sa performance et demande au public qu'est-ce que tu veux bien apprendre. Dans la tête, bien sûr, mais en faisant de ce qu'on appelle les micro-trans, ils peuvent se mettre dans cet état d'ouverture qui va faire que l'état de grâce va arriver dans la mesure où tout d'un coup tout le monde participe. L'état de grâce, il arrive quand tout le monde participe, pas seulement quand le mec, là, il est sur scène et puis il fait sa performance, il se regarde faire. Voilà. C'est qu'il y a une boucle entre tout le monde et que là, il y a une interaction, une ouverture vers plus grand que soi. Donc c'est ça que ça leur a ouvert. Pareil, quand ils travaillent avec des objets, demande à l'objet qu'est-ce qu'il a à t'apprendre. Fais une transe avec lui, demande-lui qu'est-ce que tu veux bien apprendre. Et là, ils vivent des choses qui sont complètement différentes et qui les enrichit, bien sûr. Et donc, pour parler de Marseille et Aix-en-Provence, on va faire un projet de recherche avec les étudiants de l'école d'art de Aix-en-Provence, avec les étudiants de Abraham Poincheval, voilà, qui vivaient des transes bien avant qu'on les formait. Et donc, lui est vraiment l'exemple typique d'un artiste qui se met dans des contraintes, et ces contraintes vont obliger son cerveau à changer d'état. Sinon, il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas rester enfermé dans une pierre pendant 7 jours, c'est pas possible. Ce qui avant, Corinne, était possible avec l'opium, l'alcool. Enfin, je pense à Huxley, les portes de la perception. J'ai beaucoup pensé à lui en vous lisant.
accompagné de sa femme, de son médecin, dans une démarche très scientifique, pas du tout de fuite de la réalité, mais au contraire d'aller chercher ces expériences nouvelles pour nourrir la création. Est-ce que ça vous a inspiré, vous, pour la musique? Est-ce que ces trans ont changé votre manière d'appréhender les instruments, l'écriture? Oui. Et plutôt l'écriture, parce que depuis que je lis des trans, j'écris plus que je ne compose. Donc voilà. Mais vous composez encore? Non, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Bon, je sais pas une grande perte hein, pour la composition. Et donc, mais dans l'écriture, évidemment, mais déjà, dans l'écriture, on se perd quand les auteurs vous disent bah, c'est mon personnage et il a fait ça tout seul, en fait. C'est ça, c'est que tout d'un coup, il y a une dissociation, un léger état dissociatif qui se met en place et qui fait que l'auteur a l'impression de suivre, et il le fait vraiment, de suivre la vie de ses personnages. Pour ceux qui écrivent ici, vous le savez très bien. Et donc, c'est souvent, c'est pas lui qui décide. Et la fin d'un livre où l'histoire se déroule parce que ce sont les personnages qui emmènent l'auteur et pas l'inverse. Voilà. Et donc, c'est quand ils sont dans cet état qu'ils sont heureux, en fait. Parce que tout d'un coup, ça se passe. Voilà, ça se passe. Quand Nietzsche dit ça pense et je pense, c'est du même ordre. C'est que tout d'un coup, quelque chose se passe. Donc, ça écrit, ça se passe, ouais. Et c'est encore une fois une description de ces états naturels d'état de conscience modifiés. Vous voulez en tirer un pour vous? Allez, c'est bien. Après, on vous fera jouer un peu. On me dit stop. Stop. C'est moi qui te dis stop. Sound loops. D'accord. Alors les sound loops, ce sont les sons qu'on a mis en place pour permettre à chacun d'accéder à la transe. Donc je décris toute la façon dans les esprits, dans la diagonale de la joie, la façon dont on a mis ça en place, voilà, parce que dans la mesure où on avait fait ces recherches à Edmonton au Canada, les premières en neurosciences sur la transe. Il avait été déterminé que j'avais un cerveau sain et que seulement pendant la transe, il se passait quelque chose de vraiment important dans le cerveau. Donc ce que niaient pas tous les anthropologues, hein, mais beaucoup d'anthropologues à l'époque, en 2001, ça a commencé en 2001, où ils disaient que la transe était une théâtralisation, une simulation, ce qui est vrai aussi, hein, mais qu'il ne se passait rien de cognitif, il n'y avait rien dans le cerveau qui se passait. Donc moi je voyais bien qu'il se passait quelque chose, que ça changeait complètement mon état d'être. Et donc, quand on a commencé à faire ces études, la question était est-ce que les chamans ont un cerveau spécial, différent de la majorité, ou est-ce que il y a une autre raison qui permet aux gens d'accéder à la transe? Bon. Quand ces études ont été faites, où il a été déterminé que j'avais un cerveau tout à fait dans la norme, je me suis dit, bon, alors les chamans, puisqu'on dit que je suis chaman, les chamans n'ont pas un cerveau différent. Donc, tout le monde doit pouvoir accéder à la transe. Voilà, c'était ça la question. Donc si tout le monde peut accéder à la transe, et qu'en Mongolie, il n'y a que 0,001% des gens qui accèdent à la transe, avec le tambour mongol qui fait 1 mètre de diamètre, c'est que le tambour n'est pas assez efficace. C'est l'objet, c'est l'inducteur, c'est pas la personne. C'est que l'induction est peut-être pas suffisante. Voilà. Donc là après c'était un long parcours avec beaucoup de questionnements, d'échecs aussi, qui ont fini en 2015 par la mise en place, grâce à des chercheurs, de boucles de son qu'on a enregistrées dans un studio d'enregistrement à Paris et qu'on a testé pour la première fois avec les étudiants des Beaux-Arts de Nantes. Et là, au lieu d'avoir 0,001% des gens, il y avait 80% des étudiants qui sont partis en transe. Bon, il n'y en avait que 20, heureusement. Donc il y en a 16 sur 20 qui sont partis en transe, mais comme je l'avais fait la première fois, avec plus ou moins. Hein. On ne vit pas tous la même intensité de transe. Vous dites qu'il faut bien un transeur, une transe particulière à chaque fois. Voilà, la transe est singulière, on vit chacun la transe qu'on a besoin de vivre, et en fonction de la confiance qu'on a dans le processus aussi. Donc on peut y aller doucement, on peut y aller avoir des difficultés, tout le monde ne vit pas la même transe. Et voilà. Et donc dans cette cohorte d'étudiants, 16 ont vécu
une transe, certains avec des transformations en animal, d'autres simplement avec des mouvements répétitifs, et donc voilà, on avait la preuve que finalement, si l'induction était meilleure, l'accès à la transe pour les gens était plus efficace. Et ça fait penser à cette histoire d'Einstein, vous vous souvenez, quand il a fait son testament, il refusait absolument il avait souhaité que son corps soit brûlé, que rien ne soit gardé, il se doutait déjà qu'on allait faire 2-3 expériences pour essayer de le comprendre. Et lorsqu'ils ont substitué son cerveau et qu'ils l'ont analysé, cerveau normal. Cerveau normal, mais communication incroyable. Oui. Et c'est un peu ça que vous nous racontez aussi. Interconnectivité neuronale extraordinaire, en fait. Il est peut-être... Là, c'est une des clés importantes, Corinne, oui, bien cette sûr, communication. Bien sûr. Oui, c'est très important. On suppose que oui, qu'il y a pendant la transe, ça on n'a pas encore les résultats. Grâce justement à ces sound loops, on a pu, là ça a été le démarrage de pouvoir former autant de sujets d'études qu'on voulait. Et donc tous les sujets d'études qui le souhaitent, bien sûr, ils ne sont pas obligés. On a pu mettre en place avec le CHU de Liège, qui a été le premier avec le laboratoire Giga Consciousness, qui est dirigé par le professeur Stephen Lorace. C'est la première fois qu'on a pu mettre en place vraiment une étude de la transe auto-induite, dont IRM, EEG, voilà. Et donc une première cohorte de 27 personnes qui étaient capables, comme on les avait formées, d'auto-induire une transe à volonté, même avec un électroencéphalogramme haute densité, avec un casque EEG haute densité de 256 électrodes sur la tête avec 5 conditions différentes. Et donc là, c'est la première collaboration qu'on a pu mettre en place grâce à ça. Quand j'ai lu votre travail et votre témoignage sur les sound loops, j'ai pensé à Platon. Platon, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans La République, il dit quand les enfants ne sont pas encore en âge de leur apprendre par l'école les lettres, les mots, accompagnez-les avec la musique, parce que ça apaisera leur âme. Voilà, apprenez-leur l'harmonie par la musique avant de leur apprendre par la raison, par les mots. C'est quelque chose qui se manifeste encore maintenant dans ce que vous dites, cette idée d'un effet évident sur l'âme de cette musique, de ces variations. Et je sais que quand on parlait d'Hitler, il y avait une histoire aussi de décibels, que les discours d'Hitler provoquaient, alors des trans, vous parlez de... Peut-être c'est les orateurs. Voilà, les grands orateurs. Les grands orateurs font forcément ont la capacité d'avoir une attention particulière, une ouverture au public particulière qui va faire qu'ils vont convaincre la plupart des gens et que ça va être contagieux. Hein. Donc ils vont être eux-mêmes dans un état, comme un artiste qui vient d'état de grâce, ils vont être eux-mêmes dans un état qui va permettre au public qui est happé par cet état d'accéder à cet état, et donc ça va créer des ferveurs, comme ça peut créer des ferveurs dans un sens comme dans l'autre. Positif, Voilà. Oui, c'est ce que vous dites notamment sur l'OM. Vous dites que... oui. Voilà, regardez dans les stades de Vélodrome, il y a des trans. Oui, il y a une unité. Et en tout cas, vous voyez à quel point c'est contagieux. Hein. Voilà, les mouvements de foule, vous voyez dans un sens comme dans l'autre, à quel point ils sont contagieux. Il suffit de te trouver dans un groupe qui chante à l'unisson à un moment pour sentir une vibration, quelque chose qui est amplifié et qui fait que tout d'un coup, on peut déménager les montagnes. Hein. Tout d'un coup, on se sent emporté. Allez, c'est moi qui le fais. Alors, qu'est-ce que ça va être celle-là ? L'important quand on aime, c'est de saisir la fragilité des choses. Vous m'avez fait réfléchir, Corinne, sur aimer. J'étais surprise avec le basilic, Oui. avec vos rencontres en Mongolie. Vous avez ouvert votre manière d'aimer, non ? C'est-à-dire que quand on aime au travers de ces états d'interaction amplifiés, on ne voit plus l'autre comme une fragilité, ni comme un danger, on le voit juste comme une richesse. Et donc tout devient richesse en fait. Richesse qui peut nous apprendre quelque chose. Voilà. Et c'est ça la beauté de ce vécu. Vous voulez qu'on leur fasse tirer au sort ? Ouais.
C'est long. Je savais qu'il fallait pas qu'on le tire celui-là. Il y a le connu, il y a l'inconnu, et entre les deux, il y a la porte, et c'est ça que je veux être. Jim Morrison. Ouais. Ben voilà. Comme je pense à vous, Jim Morrison, quand je l'écoute. Ouais. Voilà. Et She got eye. Je me dis, elle monte, elle. She got eye, my baby, she got eye. Ouais. Vous êtes une porte. Vous en parlez beaucoup de ça. Vous êtes un passage. Vous êtes cette porte-là. Nous sommes. Voilà. Nous avons tous, la possibilité de changer d'état et en tout cas de ne pas mettre. Non, mais peut-être qu'il n'y en a pas les portes en fait. C'est vrai. C'est bien quand il n'y en a plus. Je ne comprends pas. La clavicule, la clé. La clavicule, c'est parce qu'en fait, j'ai un tic. C'est que quand je suis pas bien, quand je perds mes repères et que j'en ai pris un coup dans l'aile, je touche ma clavicule. Voilà, je fais comme ça. Et ça me rattache à mon squelette, en fait, à quelque chose qui est solide en moi. Voilà. Et donc j'ai vécu tellement d'expériences où j'étais déstabilisée, où tout d'un coup, tout ce que j'avais bien construit de certitude, ça volait en éclats complètement. J'ai eu besoin souvent de toucher ma clavicule. Voilà. Et là, ça me fait du bien. Vous avez tous en vous un os, peut-être. Hein. Vous pouvez essayer de toucher cet os. Et il y a un os. Sauf que j'ai fait mes petites recherches, et pas que sur Wikipédia. J'ai appelé un ami qui est chiropracteur, qui travaille le corps, etc. Et qui m'a dit, la clavicule, la clé, c'est la clé. Je lui ai dit, mais tu plaisantes ou quoi? Vous ne le saviez pas, ça, en fait. C'était instinctif. Oui. Et il m'a dit, la clavicule, symboliquement, c'est le lien aux autres, et c'est la protection de ce lien. Parce que même en chant, la clavicule, c'est ce qui permet, en fait, que la voix se fasse. Je ne le savais pas, merci. Et voilà. Je me suis dit, c'est beau que vous touchiez cette clavicule, parce que c'est la clé. Bon, touchez vos clavicules, allez. Voilà. On a un petit peu de temps, hein. Je prends pas des choses longues, du coup. Non, ça vous l'avez déjà dit. Ah oui? Ah bah oui. Ah bah ça aussi. Ah bah oui, alors c'est bien, on a fini. C'est une parole de Liliane. Ce matin, il s'est refermé, cependant il reste la joie. C'est... Là aussi, c'est quelque chose d'important que vous nous offrez. On est obsédé par le plaisir et la douleur. Et on comprend cet autre niveau auquel vous nous amenez. Vous l'avez connu, cette joie, dans la douleur intense aussi. Voilà, dans les premiers temps. C'est important, cette joie. Elle est étrange quand même, cette joie de rester là. Est-ce qu'on peut la faire durer? Ou est-ce qu'il faut à chaque fois repartir dans l'état de transe pour aller la chercher, vous voyez? Non, comment elle se met en place, cette joie? C'est un état d'être, mais pour accéder à cette joie, il faut déjà avoir traversé ses peurs, et il faut s'être reconnecté à sa puissance. Voilà. Et à partir de là, on peut faire le travail de retour à cette joie, qui veut dire confiance aussi dans nos capacités, qui veut dire qu'on a en nous, on a retrouvé en nous les ressources. Toutes les ressources, pas que les ressources intellectuelles, qu'on a retrouvé les ressources qui nous permettent, quoi qu'il se passe, d'être des culbutos. Vous voyez, culbutos? Non. Avec un gros truc bien solide à la base. Bien solide. Et ça prend des claques, hein, les culbutos. C'est ça qui est rigolo, de leur envoyer des claques. Et en fait, ils reviennent toujours. Voilà. Donc c'est un peu ce que permet la transe, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de prendre des claques. De toute façon, la vie n'est pas toujours facile. Mais en revanche, on a en nous un axe, quelque chose qui fait que le vécu qu'on a vécu pendant les trans, les expériences mystiques qu'on a pu vivre, qui font que pendant 3 jours on dit merci et on ressent une gratitude infinie, même de vivre une transe devant un escargot, de vivre, voilà, c'est tellement beau, et ça nous ramène tellement aux priorités
de cet ordre-là, hein, que quoi qu'il se passe, on sait toujours que ça c'est là et que personne ne pourra jamais nous l'enlever, hein, sauf nous, ça c'est sûr, on peut se l'enlever. Mais cette joie, si on arrive à se reconnecter à ce process, à cet état, ben, on y arrive toujours. C'est attirant quand même. Les culbuto, en fait, c'est aussi revenir à son âme d'enfant. Oui, bien sûr. Vous dites aussi par rapport à la créativité. La spontanéité. La spontanéité, que les enfants se mettent tout seuls en transe, en fait, ils n'ont pas besoin d'exercice. Avec le développement de l'intelligence analytique, on finit par confondre, et ce qu'on voit beaucoup dans les écoles d'art, ou même les étudiants de Sciences Po, hein, qu'on a pu former à Aix d'ailleurs, on réalise qu'on confond ce qu'on admire et ce qu'on est. Et c'est de plus en plus dans nos sociétés, c'est-à-dire que tout d'un coup on veut être ça, et moi je suis quoi là finalement là-dedans, je veux être ce que j'admire, mais est-ce que je cherche à être ce que je suis? Non. Et ça c'est développé par justement le surdéveloppement de notre intelligence analytique nous pousse vers ça. Les réseaux sociaux, le culte du jeu, de l'image, de je me mets en scène en permanence, voilà. Ça nous pousse à ça. Et ben, je ne sais pas pourquoi je disais ça d'ailleurs. Parce que c'est un peu revenir, comme disait Picasso, ça prend une vie pour redevenir un enfant. Oui. Et donc c'est ce qu'on voit dans les écoles d'art beaucoup, c'est que, là oui, la spontanéité, c'est ça. C'est que les étudiants, ben, ils sont beaucoup sur ce que j'admire, et ils ont juste oublié de trouver ce que je suis. Voilà. Donc avec la transe, ben, pour eux, c'est un travail formidable de retour vers eux-mêmes, parce qu'ils sont tellement formatés en sortant des études, c'est pas à cause des études, hein, c'est parce que c'est le formatage qu'on se met tout seul, et aussi un peu des études, mais qu'ils ont oublié cette spontanéité. Et donc quand on commence à les former à la transe, ils ne maîtrisent pas du tout les gestes. Et quand on leur demande de dessiner alors qu'ils sont en transe, forcément ça fait des... Nous on appelle ça des bouses. Et donc la notion d'académisme, là, elle est complètement explosée. Mais ils se sont tellement amusés quand ils ont fait ça, que tout d'un coup, ils retrouvent le plaisir de la spontanéité, et de faire, même si c'est ces gestes qui ont fait ça, c'est eux qui les ont fait, c'est ces gestes qui ont fait ça, c'est vraiment eux. Et voilà, et petit à petit, ils apprennent à maîtriser la transe, ils apprennent à faire cohabiter les deux états. Et donc l'académisme rejoint la spontanéité, et là, ça devient quelque chose de magnifique. Je crois que grâce à vous, je viens de comprendre Picasso. je me disais pourquoi des traits... D'accord, ok. Allez, encore un petit. Géopoétique de l'invisible. Alors j'aime beaucoup ce terme qui... J'ai oublié le nom de celui qui l'avait... White, hein, oui. Qui parle très très bien en fait de ces états de transe où on est dans des territoires qu'on ne connaît pas, qu'on apprend petit à petit à explorer, et donc on va petit à petit cartographier quelque chose qui est de l'invisible mais qui est une géopoétique parce qu'elle n'est pas analytique de l'invisible. Donc on va créer cette cartographie qui est propre à chacun en plus, c'est ça qui est beau, donc qui est notre propre géopoétique de l'invisible. C'est presque un cabinet de curiosité, comme on osait le faire avant, de prendre des savoirs d'origines différentes. Là aussi, Corinne, on est dans une société où on nous spécialise beaucoup. Et moi, quand je vois ce que vous dites sur cette géopoétique, j'ai presque l'impression que c'est un peu la figure des savants d'il y a 2 ou 3 siècles où on touchait à tout. Même Freud, pas besoin d'aller jusqu'à 3 siècles. Freud, explorer la littérature, la biologie. Darwin, pareil. On avait des scientifiques qui osaient toucher à tout. Passer 20 ans sur des orchidées, et puis après faire de la sélection naturelle des espèces.
Et ça c'est important pour vous aussi dans votre démarche. C'est important dans tout comme ça. Oui, et puis c'est important dans les structures qu'on a mises en place, qui sont l'Institut de recherche transsciences, par exemple, où l'interdisciplinarité est fondamentale. Et donc là, des chercheurs de toutes sortes, de tout domaine, sont invités à réfléchir, à vivre déjà des trans, et deux, à explorer avec nous et à partager les expériences, de façon à chacun, que ce soit un astrophysicien, que ce soit un neuroscientifique, que ce soit quelqu'un qui travaille sur la botanique, des chercheurs en biologie, c'est passionnant parce que chacun va vivre quelque chose qui va enrichir l'exploration de ce territoire. Voilà. Alors, vous me pardonnerez, j'ai un peu oublié son nom, c'est Ramon Casal, l'inventeur des neurosciences au 19e. Ah, je sais pas. Alors attendez, parce que là, il faut que je triche. Là, il faut que je triche. J'ai la citation, elle est là. Il faut que je lui en parle. Parce que c'est elle, en fait. Je vais vous le retrouver. Ramon y Cajal. Ah. Non, mais... Laisse-qui a parlé. Oui. C'est Ramon y Cajal. Si. Prix Nobel de médecine en 1905, je crois. Voilà. Et en fait, cet homme, c'est le... Merci, monsieur. Muchas gracias. Bravo. Ce monsieur a inventé les neurosciences et il était dessinateur. Et il a, en quelque sorte, fait se rejoindre le dessin et le microscope. Et c'est lui qui a découvert les cellules du cervelet, coloriées, brunes sur fond jaune. Et quand j'ai vu ça, en préparant notre rencontre, je me suis dit, oh, mais en fait, Corinne, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est-à-dire, il vient du dessin, vous venez de la musique, et puis on tente, on prend un chemin, on verra bien. Et c'était touchant que ce soit le père des neurosciences. Oui. Oui. Merci, monsieur. Merci. On retrouvera la citation plus tard. On a encore un tout petit peu de temps. On va faire du chien. Énergie renouvelable. Est-ce que ça vous parle? C'est l'humain. Ouais, c'est ça. J'adore ce que vous dites de l'écologie. Oui. Et on en a parlé un petit peu déjà au travers des états de transe, au travers de l'interaction, à quel point on comprend la collaboration qu'on peut établir avec tout notre environnement, et à quel point c'est utile, cette collaboration est indispensable et serait une des solutions. Simplement, il faut changer nos états de conscience, en fait, il faut changer un peu, reformater nos cerveaux avec beaucoup plus de travail sur l'intelligence perceptive. Qui fait qu'on va pouvoir mieux percevoir les conséquences de nos actes. Et donc, en fait, il y a une écologie du cerveau qu'il va falloir mettre en place aussi, parce que si on ne change pas notre façon de formater nos cerveaux, on va toujours tomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire des pensées analytiques qui réfléchissent à un profit qui a des conséquences qu'on ne maîtrise pas du tout. Parce que les perceptions, les intuitions, elles nous permettent, elles sont un peu une boussole, cette intelligence analytique perceptive, elle est la boussole qui nous permet de comprendre mieux les conséquences de nos réflexions. Voilà, donc s'il n'y a pas ça, on pourra toujours mouliner, mais il manquera quand même un maillon important de l'évolution de la société. La trans, c'est un peu de la permaculture, quoi. C'est ça. Non, on arrête les engrais. Mais pas que la trans, c'est tous les états modifiés de conscience en général. On arrête tous les produits chimiques pour essayer d'aller bien, et on laisse se développer, non? C'est bien ça. Oui, et puis on fait des champignons. Aussi. Je crois qu'on va lancer un concept. Moi, cette géopoétique, ça me plaît. Voilà, mais en fait, il faut cultiver vraiment ces états modifiés de conscience, de façon à ce que ces états non ordinaires de conscience deviennent un peu plus ordinaires. Voilà, ça, ce serait bien. Parce que ça nous permettrait justement d'avoir un autre rapport à... Parce qu'un rapport intellectuel à la nature, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'Amazonie d'ici? Vous voyez, si je la ressens pas dans mon ventre,
Si j'ai pas la sensation que oui, c'est urgent, que oui, il se passe quelque chose, que ça me fait mal dans mon ventre et dans ma clavicule, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On n'est pas concerné, on n'est pas concerné. Donc s'il n'y a pas ce changement d'écologie de nos cerveaux, on peut toujours réfléchir. Voilà. C'est bien aussi de réfléchir, mais il faut absolument qu'on transforme nos états de conscience et faire en sorte que les mondes ordinaires deviennent un peu plus ordinaires. Ça, vous l'avez dit. Tellement de belles choses que... Orphée. Orphée? Non, je dirais Morphée. C'est l'idée d'Offenbach. Ça c'est fait. Ce serait le matin, d'accord? Ah, j'adore. Danser à Ouagadougou. Dougou? Ouagadougou. Je suis dyslexique et gauchère. Non, mais Ouagadougou, c'est bien aussi. Qu'est-ce que c'est cette expérience à 7 ans? C'est probablement ma première expérience de trans, sans que j'ai jamais su que c'était ça. Sinon, après l'expérience en Mongolie, je me suis dit, enfin, c'est ma mère qui me l'a rappelé, mais t'avais vécu probablement. Donc, mes parents vivaient à Ouagadougou, je suis née à Draguignan, dans le Var, et dès que j'ai eu un mois, le temps de pouvoir reprendre l'avion, mes parents sont retournés parce qu'ils travaillaient en Afrique, et mon père participait à installer les lignes téléphoniques en brousse. Et ma mère était journaliste, oui, elle était. Et donc, mon père partait en brousse souvent, et un jour, j'étais avec eux et le chien qu'on avait. Et donc, on s'arrête, il y avait une cérémonie funéraire, et il y avait les masques, c'était dans les années 60, j'ai 60 ans, donc c'était en 67 ou 8. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de tourisme, évidemment, encore. Et donc, il y avait des cérémonies avec les masques, avec les percussions, avec tout ce qu'il y avait. Voilà. Donc, ils ont demandé l'autorisation, ils ont pu assister. Et moi, j'ai assisté à ça, et je me suis mise, j'étais irrésistiblement attirée par ces sons, et petit à petit, je me suis approchée du centre, et je me suis mise à trembler. Et maman m'a dit que le chien était dans le même état que moi. Donc on était les deux apparemment dans un état de transe, qui fait qu'on avait des réactions qui étaient complètement différentes de celles qu'on avait d'habitude. Ça l'a un peu inquiétée, et donc elle nous a récupérés, et elle nous a remis gentiment dans la 2 chevaux pour qu'on sorte de cet état qui était différent. Donc il est possible que... Mais que vous aviez oublié, Corinne, jusqu'à ce que... Oui. C'est fou. Oui. Jusqu'à ce que ma mère me le rappelle. Donc, et c'est pour ça que vous avez tous probablement vécu des expériences comme ça, qui ressemblent à des états d'absorption très très importants. Et j'en ai vécu d'autres entre-temps, mais j'avais jamais pu identifier. C'est ça la difficulté, c'est que on vit ça, quand on le vit spontanément, parce qu'il y a plein de gens qui le vivent spontanément, le problème c'est que ça leur fait peur. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comme les thérapeutes sont en général pas, maintenant de plus en plus, ils sont formés, donc on va moins vous regarder comme un truc bizarre, ou vous médiquer. Mais quand les gens, ça leur fait peur, ils vont voir le thérapeute, et qui s'il n'est pas bien formé, il va leur donner des médicaments, voilà. Et c'est pas forcément adapté. Voilà. Donc il y a plein de gens qui vivent spontanément des états de transe, puisque c'est un processus de survie que va proposer le cerveau, c'est une stratégie de survie que va proposer le cerveau pour faire face, là encore, à une situation auquelle l'état de conscience ordinaire ne peut pas faire face. Une situation, Corinne, face au danger, parce que quand oui. Voilà, parce que quand vous dites ça, je pense à la Ritaline, à pas mal de médications sur les enfants. Enfin, nous, en Europe, on s'en rend pas encore trop compte, mais aux États-Unis, on a notamment des cliniques qui prescrivent, soi-disant pour l'hyperactivité, à des petites de 18 mois. D'accord? Et là, on sait que ces produits-là tuent la créativité chez ces enfants. Alors, ils sont sages, mais ils ont cessé d'être créatifs. Et je me dis, c'est une lutte aussi ce que vous nous proposez, cette idée qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens.
que d'avoir recours à ce qui, voilà, à ce qui nous met tous en danger et qui se développe quand même. Oui, là il faut trouver la juste mesure, là encore, entre ce qu'on a comme ressources en nous, parce qu'on n'a pas tout exploré encore, et donc on sait que grâce aux travaux qu'on fait, qu'on a en nous des ressources qui sont encore peu utilisées, peu explorées. Elles sont utilisées instinctivement, bien sûr, intuitivement, mais elles ne sont pas suffisamment développées. Et après, toute l'allopathie, qui est formidable aussi, mais parfois mal utilisée. Voilà. Oui. Ce que vous disiez, il y a beaucoup de charlatanisme aussi, il faut faire attention. Voilà, d'où la nécessité de ce protocole scientifique et de cette conduite stricte. Ce qui nous plaît dans cette démarche, c'est que la personne devient autonome. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas, et surtout, ça c'est très important pour les thérapeutes avec lesquels on travaille, qui réalisent que souvent ils ont un peu le syndrome du sauveur, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai ceci, c'est vrai. Et donc là, ils réalisent à quel point, au travers de ça, quand le patient est en transe, il fait lui-même un travail que le thérapeute va pouvoir accompagner, mais le thérapeute ne va pas faire à la place du patient. Et ça, c'est vraiment une remise au centre du patient, dont on va parler le 1er avril au Grand Rex avec les chercheurs qui travaillent là-dessus, les cliniciens qui travaillent là-dessus, qui ont expérimenté, eux, l'accompagnement en transe d'un patient, et qui réalisent à quel point garder le patient au centre et partir du patient plutôt que du thérapeute qui décide, il y en a plein qui le font déjà, hein, mais ça va être de plus en plus, et cette façon de travailler le met encore plus en évidence. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, la patiente à Genève qui n'a plus de CNET, la crise d'épilepsie psychogène, et qui se morphée. Ah ben moi, avec mon gars de jour, je ne dis plus rien. Et réalise à quel point, aujourd'hui, le psychiatre et le psychologue se basent sur ce que la patiente a vécu pendant la transe pour savoir à quel moment de la thérapie ils en sont. Et quel trauma elle est en train de traverser, et quel est le trauma prioritaire en ce moment, parce que ça se fait dans un ordre qui est d'une précision incroyable, qui est déterminé par le patient et pas par le thérapeute. Voilà. Et donc en fonction de ce qu'a vécu la patiente, le thérapeute et le psychiatre décident de comment on va aborder le trauma, et quel trauma surtout la patiente est prête à traverser. Voilà. C'est vraiment cet ordre dont vous parlez. On a l'impression que les choses étaient chaotiques ou qu'elles étaient liées au hasard. En fait, il y a un ordre. Il y a un ordre. Exactement. Ouais. Il y a une intelligence là derrière. Une intelligence derrière. Qui est l'intelligence de la vie, hein, tout simplement. Donc qui est là derrière. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être que vous voulez nous en parler un peu de cette vie et de ces expériences. Peut-être que vous avez des questions qui n'ont pas été posées. Je peux peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Corinne, passer parmi vous et vous proposer? Et l'ingénieur s'appelle également Paul. Ah, ok. Wow. Bonsoir, enchanté. Du coup, moi je suis physicien personnellement, et en tant que physicien, j'étudie j'ai découvert aussi le chamanisme au Brésil, j'ai voyagé au Brésil, et moi ça m'a marqué par rapport aux recherches actuelles et là où on en est la physique théorique, dans la l'unification. Et moi je le vois plus du coup, moi ça m'est venu comme étant plutôt montrer que la conscience c'est plus une propriété fondamentale de l'espace-temps, en fait, de l'univers, quelque chose qui serait beaucoup plus fondamental au final qu'on cherche dans nos cerveaux, mais qui est presque une propriété de chaque particule, de chaque électron et de chaque proton. Oui, on ne cherche pas la conscience dans le cerveau, on dit état modifié de conscience, état de conscience, voilà. Parce qu'en fait ce serait état de la cognition, si on voulait être juste. Hein, voilà. Donc on ne confond pas ces états dans lesquels le cerveau va nous faire passer avec la notion de conscience globale. Hein. Ouais, voilà. C'est bien de préciser, c'est super bien. Ouais. Parce qu'effectivement, moi je défends du coup plutôt la cause dans la physique de chercher par l'information, par l'énergie d'information. De toute façon, on sait maintenant que, on sait que tout est en interaction de champs. En fait, au final, toute la matière n'est qu'interaction de champs et qu'il n'y a pas vraiment de matière. Donc, il serait temps de s'ouvrir plus à une perception d'inclure aussi dans notre conscience. On est peut-être plus des corps énergétiques, au final, des corps plus. On est des fréquences, nous sommes de fréquences. Voilà, nous sommes de fréquences, donc des fréquences qui sont des informations et qui nous permettent de. Donc, nous, on perçoit l'énergie électromagnétique et on sait la gérer. Il resterait, en fait, il y aurait juste un corps, une énergie plus fondamentale, d'autres fréquences, avec d'autres fréquences et d'autres gestions comme ça, comme
qui correspond à la conscience. Merci. Si vous avez des choses à dire là-dessus, je sais pas, Non. vous êtes d'accord plutôt Oui, je suis d'accord. C'est chacun son métier. Fréquence. Pendant la transe, on se met à faire des sons, des gestes qui sont des fréquences, qui sont des informations, et on se rend compte qu'on devient un instrument de musique qui produit les fréquences dont il a besoin. Et ça, c'est vraiment intéressant à vivre. Et c'est parce qu'on va faire des sons qui sont hyper moches, parfois, académiquement, ils sont très moches, mais ils nous font du bien, c'est ce qu'on a besoin de faire. Et donc ça rejoint ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est en train de produire les informations dont on a besoin pour transformer quelque chose qui est un peu dissonant, qui est quelque chose qui est en nous ou autour de nous, hein, qui n'est pas forcément que notre pomme, mais voilà, qui est en interaction avec tout ça. Oui, j'ai deux questions autour du même sujet. C'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui vont en transe peuvent se perdre ou décompenser, et est-ce que dans la transe les personnes revivent le trauma, et qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas retraumatisées? Alors ça, on n'a pas expliqué encore. En revanche, c'est peut-être cette léger état de dissociatif qui fait qu'on ne revit pas le trauma comme on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on est un peu dissocié, c'est-à-dire qu'on peut s'observer en train de revivre la scène. Et cette distanciation est peut-être une des raisons qui permet de dire que le vécu est différent de la scène initiale. Voilà, et qui nous permet de prendre cette petite distance qui va nous permettre de la transformer, parce que tout d'un coup, elle ne nous appartient plus totalement. Elle devient un phénomène qu'on observe. Voilà. Je ne m'engage pas là-dessus à 100%, mais c'est une des hypothèses. Voilà. Et la première question, je l'ai oubliée. Il ne faut pas m'en poser plusieurs, parce que la transe n'améliore pas la mémoire. Je suis désolée. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes en transe se perdent ou décompensent? Alors, c'est qu'il y a un problème, il y a une fragilité psychique. Hein. Donc, c'est pour ça que la transe, elle ne sera pas conseillée sur des gens qui ont des fragilités psychiques. Et ça, ce sera réservé aux thérapeutes, justement, qui vont pouvoir les suivre pour pas qu'elles se perdent, justement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent. Quand elles arrivent spontanément, elles arrivent spontanément. Mais quand on va travailler avec des gens qui pratiquent les trans, il faut être très, très prudent, savoir si on est quand même solide. Et que surtout, la personne avec qui vous travaillez, elle est capable d'aller vous récupérer, pas vous récupérer, mais vous aider à revenir si jamais il y a un souci. Voilà. Mais il faut être vraiment prudent. Donc parfois on ne sait pas hein, si on a des fragilités psychiques, on ne le sait pas. Donc il faut vraiment que les gens qui constituent l'encadrement soient très 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 experts de la transe pour pouvoir vous récupérer. Je voudrais vous poser une question concernant l'hypersensibilité de certains enfants, voire plus tard évidemment qui deviennent adultes, voire franchement très adultes, ce qui est absolument inadmissible parce que je trouve que quand on est adulte, on a vieilli. Et l'importance, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance du beau, de l'art et de la musique, alors que nous sommes dans une société où on nous a catalogué de non essentiels. Moi, je suis commissaire d'exposition. Je peux vous dire à quel point c'est extrêmement difficile dans le monde actuel de pouvoir faire passer le beau. Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Eh bien non. Alors, je sais que Boris Cyrulnik, dans la psychopathologie de Dieu, il explique que dans les traumas au Congo, quand il travaillait avec les enfants, ce qui soignait en premier les enfants, c'était le rapport au beau, le contact au beau. Par exemple, faire une cérémonie, mettre des bougies, que le beau apaise l'âme, il disait. Comme les Grecs le pensaient déjà. Mais plutôt que le beau, moi je dirais le juste. Le juste dans la justesse de la fréquence, en tout cas. Voilà, parce que ce qui est beau pour vous, ce sera peut-être pas beau pour moi. Alors je sais pas, après il faut définir ce qu'est le beau. Voilà. Mais dans le vécu de la transe, il y a parfois quand je vous disais qu'on fait des sons qui sont vraiment, vraiment pas beaux dans l'académisme, bref. Donc ils sont moches, voilà. Mais en revanche, c'est exactement les sons dont on a besoin et ceux qu'il faut émettre.
Voilà. Et donc en ça, ils sont très beaux. Et donc le dessin spontané que vont faire les étudiants, ou que font tous les gens qu'on forme, parce qu'on les fait, on appelle ça du protographisme, on se rend compte que tout le monde a ça en soi. Et dans ce qu'ils vont faire, il y a une sincérité, il y a une justesse qui fait que tous les dessins sont beaux. Voilà. Même s'ils ne sont pas académiquement réussis. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux répondre. Vous avez beaucoup parlé des protocoles d'approche sur les traitements plutôt psy, et il m'avait semblé percevoir qu'il y avait aussi toute une étude possible autour de la guérison par la transe, d'autres types de... Mais exactement, Et exactement. Mais j'ai pas eu la question, Et ben c'est pour ça que je l'ai Si, elle est là, elle est encore. C'est mon petit papier orange à moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, bien sûr, parce que grâce au travail qu'on a mis en place, au CHU de Liège, toujours, on a pu mettre en place la première étude en oncologie, avec des patients oncologiques. Donc la première étude clinique qui va permettre de dire est-ce que, pas la transe a guéri le cancer, mais est-ce que la transe vous a apporté une qualité de vie que vous aviez perdue avec les traitements, avec la maladie. Donc sur des groupes de symptômes qui sont le sommeil, la douleur, la peur de la récidive, la détresse émotionnelle. Voilà. Donc là on a commencé en juin dernier au CHU de Liège à former des groupes de patients, donc ils sont 10 par atelier. Suivi toujours avec un psychologue, un médecin et moi. Et donc, on les forme à la transe, c'est-à-dire qu'en 4 jours, ils sont capables d'auto-induire une transe, donc ils sont autonomes. Quand ils rentrent chez eux, ils sont capables de déclencher les transes, de vivre des transes, qui vont être celles qu'ils ont besoin de vivre, bien sûr. Et on va les observer pendant 1 an. Il y a encore un groupe qu'on va former, il y en aura 40 en tout. L'idée, c'est de savoir si les états modifiés de conscience en général ont un bénéfice sur la qualité de vie. Donc la méditation, il y aura un groupe qui est formé à la méditation, un groupe qui est formé à l'hypnose et un groupe qui est formé à la transcognitive auto-induite, qui est une première mondiale. Et donc l'idée, c'est pas de mettre en opposition les trois, hein, bien sûr, mais c'est de nous montrer à quel point, ou pas. Et pour la méditation et pour l'hypnose, on sait qu'il y a un bénéfice sur la qualité de vie, et pour la transe, on ne le sait pas encore. Donc on aura la réponse dans 1 an. Déjà, avec le témoignage des patients qu'on a formés, c'est aussi assez prometteur. On a commencé aussi une étude sur la douleur chronique, sur des maladies comme l'endométriose, des choses comme ça. Donc en fait, dans les ateliers de formation, on prend toujours 1 ou 2 sujets d'études à qui on ne dit pas on va vous guérir, on dit simplement on vous apprend la transe et c'est vous qui allez nous apprendre est-ce que ça a eu un bénéfice ou pas sur la pathologie dont vous souffrez. Voilà. Donc ça, c'est en cours. Et après, une fois que s'il y a un bénéfice sur 3-4 personnes, à ce moment-là, on peut se dire oui, c'est un peu ça semble prometteur, et donc ça peut ouvrir la voie à une étude clinique. Mais une étude clinique, ça coûte cher, parce qu'il y a des chercheurs derrière qui doivent décortiquer, il y a des gens qui doivent suivre, bref, c'est compliqué. Et donc avant de mettre en place une étude clinique, il faut faire des tests, donc ce qu'on appelle des cas d'études, des sujets pilotes, comme on l'a fait. Et donc il n'y a que 2 études cliniques pour l'instant, en oncologie et sur la douleur chronique. Après, on a beaucoup d'espoir sur la rééducation, par exemple. Avec des rééducations de bassins partiellement paralysés. Je parle toujours de Francis Tolel qui nous a quittés cette année, en février. Et je lui rends un grand hommage parce que sans lui, j'aurais pas pu avancer, on n'en serait pas là aujourd'hui, hein, parce que c'est lui qui nous a donné le courage d'aller explorer encore plus loin, de contacter les chercheurs, enfin tout ça. Donc, merci Francis. Bonsoir, j'avais une question. Si j'ai bien écouté, vous disiez que dans la tradition mongole, enfin dans les modes de pensée, il y avait toujours des esprits ou des âmes derrière les choses. Est-ce que vous pensez que derrière chaque transe, il y a un esprit ? Il y en a plein. Oui, ou plusieurs, oui. C'est-à-dire que si tout dépend dans quelle culture on se situe. Si vous vous situez sur la culture mongole, eux ont interprété le vécu qu'ils ont pendant les transes, ils l'ont interprété en appelant ça des esprits. C'est-à-dire que oui, pendant les transes, c'est un fait, on voit des personnages, on voit des animaux, on est en contact, on discute avec
des trucs, c'est un fait, ça c'est un fait. Après l'interprétation, elle est liée à une culture. Donc en Mongolie, ils vont appeler ça des esprits, dans la plupart des cultures, ils vont appeler ça des esprits, des ongotes, enfin c'est pas toujours le mot esprit qui ressort, chaque langue a son mot, mais ils ont identifié ça comme quelque chose de la nature, du vivant qui se manifeste et qui se met à nous parler et qui se met à exister. Voilà. Donc pendant une transe, c'est un fait. On va vivre ces choses-là, on va être en interaction avec des choses qui nous parlent, on va être en interaction avec tout, voilà, tout ce qui est dans l'invisible et qu'on voit peu ou pas dans un état de conscience ordinaire. Voilà, donc oui. Mais après, on l'appelle comme on veut. Donc chaque culture a essayé d'interpréter tout ça. Donc nous, on essaie de s'en tenir aux faits et d'éviter de mettre des interprétations pour justement ne pas coller encore des interprétations sur d'autres interprétations et se dire oui, bah oui, il se passe ça, oui, il y a des présences, oui, on a l'impression de discuter avec les morts, oui, on a l'impression, oui. Bon, alors après, pourquoi c'est là, on n'en sait rien, on ne peut pas l'expliquer, en revanche, c'est un fait. Vous avez parlé d'Einstein tout à l'heure, de gens avec une hypersensibilité. Vous avez dit que vous étiez normal, vous aviez un cerveau normal. J'ai pas dit que j'étais normal, j'ai dit que j'étais dans la norme. D'accord. Dans votre cerveau, alors, simplement. C'était normal. Non, dans la norme. D'accord. Est-ce que, justement, vous avez déjà eu des cohortes de personnes qui étaient différentes au niveau cérébral? Je pense aux autistes. Oui, ben non, justement, mais c'est en projet, bien sûr, c'est en projet. Il y a tout à faire, il y a tout à faire, et ça va prendre des années et des années. Et donc le travail qu'on fait là de former tous les gens qui vont pouvoir accompagner ces protocoles, c'est une première étape. Et bien sûr, là, c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur avec l'ouverture à Paris 8 de 2 diplômes universitaires, qui fait que la transe à l'université quand même. Et vous avez vu que la transe était chez Obélix? Ah. Dans Obélix, Astérix et le Griffon, le dernier qui est sorti. Obélix vit une transe, et on lui dit, Obélix, si tu es entré en transe au son du tambour, c'est que tu es chaman. Si. C'est génial. Et donc ça montre qu'il y a un changement sociétal aussi, hein, et que la norme est en train de changer. Voilà, la norme est en train de changer. Et c'est grâce à tout le monde, hein, ça aussi, c'est grâce à vous, hein, parce que vous faites avancer les choses, parce que vous vivez des choses qui sont différentes. Et aujourd'hui, vous osez le dire, vous osez en parler, vous osez dire oui, on en a marre de réfléchir, on a aussi envie d'aller embrasser des arbres, on a aussi envie de vivre des états de conscience différents. Et donc c'est grâce à vous que ça avance tout ça. Voilà. Donc la transe à l'université et dans Astérix. C'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Oui, bonsoir. J'avais une question, j'espère qu'elle n'est pas trop décalée. En fait, je me demandais, parce que j'ai fait beaucoup de rêves et des rêves qui ressemblent à des initiations, si on les a rapprochés du phénomène trans, par exemple. Les états de rêve qui sont, je pense, des états de conscience modifiés aussi. Ouais, j'ai pas entendu parce que je faisais coucou à quelqu'un et du coup j'ai pas entendu la question. Je suis désolée. Bon, je répète, est-ce que les rêves, ça peut être à rapprocher des trans aussi? C'est un état de conscience modifié aussi. Pendant les rêves, il se passe des processus de réparation, il se passe plein de choses aussi qu'on ne connaît pas bien encore. Enfin, on connaît mieux les rêves que les trans, là, c'est sûr. Mais c'est du même ordre, hein, c'est du même ordre. Oui, bien sûr, c'est pas la même chose. Et on a fait un travail avec le psychiatre, avec Patrick Lemoine, sur le sommeil justement. Bon, qui était raté. On n'a pas réussi l'expérience parce que l'idée c'était de me faire écouter des bandes son pendant le sommeil paradoxal pour voir si ça faisait un rêve lucide, je crois, un truc comme ça. Et en fait, le son m'a réveillée à chaque fois, donc on a raté l'expérience. Mais j'ai passé 2 nuits de merde. Alors, la dernière question est d'après Oui. Jean-Jacques, elle dure 1 minute. Ma question, 1 minute? Ah ben non, mais il a dit 15 minutes de questions. Et Ah oui, c'est ça, c'est la dernière minute alors. Bon, bref, on va faire comme ça normalement. Ça tombe bien, la question dure 10 minutes.
Alors bonjour, oui, alors tout à l'heure pour rebondir, effectivement la clavicule est un os clé, chez ostéopathe c'est pour ça que je dis ça, mais pas que, il peut, comme vous avez dit, il peut avoir d'autres os comme le cuboïde et le péroné. Bon, parenthèse finie. Et donc je m'étais dit, est-ce qu'un thérapeute, tel qu'un ostéopathe ou autre, en se mettant en transe, peut traiter la personne et aller directement sur le lieu-dit du problème pour essayer de libérer soit en psychosomatique ou en somato. Oui, bien sûr. Et les ostéopathes font souvent ça. Hein. Vous avez vu, les ostéopathes, ils sont dans un état d'attention tellement fort parfois que ils vont aller, leurs mains, ils disent, ce sont mes mains qui font. Hein, souvent, même les masseurs, pareil, sont mes mains qui font. C'est du même ordre. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un phénomène qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en interaction avec le patient et qui fait que oui, le thérapeute va aller à un endroit auquel il n'avait pas réfléchi, mais ça y va. Voilà, donc c'est du même ordre. Et là, on a fait des tests avec ostéopathe et un patient qui se met en transe. Et souvent quand ils nous racontent après que quand ils vont voir l'ostéopathe ou le masseur, ben, ça déclenche chez eux, ça déclenche une transe. Donc ils ont prévenu l'ostéopathe, hein, parce que sinon c'est bizarre. Et souvent ils sont cool avec ça, hein, les ostéopathes. Et donc ça déclenche quand les deux sont l'ostéopathe qui est dans son état d'attention ouvert en interaction et le patient en transe. On assiste à des guérisons qui sont importantes. Bonsoir. On dirait que c'est amplifié. Oui. Tu vas. Allez là. Bonsoir, merci de partager cette expérience, en tout cas avec humour et humilité. Je voulais savoir si on veut faire partie d'une cohorte, est-ce qu'on peut mettre à disposition notre cerveau si on pense qu'il est à peu près dans la norme. Comment faire partie de... Déjà, il faut être formé à la transe si vous voulez faire partie d'une cohorte, ou alors vous êtes groupe contrôle, mais il faut être formé à la transe, et puis à partir de là, savoir très vite auto-induire une transe, bouger le moins possible si c'est dans le cas de EG, parce qu'on n'a pas le droit de bouger beaucoup. Donc s'entraîner, ça demande un entraînement. Voilà, donc il faut à peu près 6-8 mois de pratique, 1 an, et à partir de là, on peut faire partie d'une cohorte. Corinne, je crois qu'on vous remercie infiniment et on remercie cette grande cohorte parce que vous avez des tests qui sont prévus juste après. Voilà, donc vous restez tous là en fait. Merci infiniment de votre présence et puis de cette clé. Moi, je garderai ce soir l'image de la clé que vous êtes pour nous, et même s'il n'y a pas de porte, voilà, d'une clé qui n'a pas de porte, voilà, mais qui a tout un univers devant elle, mais qui est là. Oui. Merci beaucoup Corinne, merci à vous tous. On va laisser quelques instants quand même à Corinne Sambrin pour se poser, et puis je crois que certains et certaines d'entre vous ont le désir de signer quelques livres. On a le plaisir d'être en partenariat avec la librairie Mon Petit Acte Sud. Il y a un lounge, vous pouvez vous poser, vous pouvez boire un verre, vous pouvez faire signer. Et la séance ciné, très chère, commence, Jean-Jacques, dans 45 minutes. Oh là là, donc vous avez le temps. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout à l'heure parce qu'on va se recroiser, je pense.